Le fils de Muammar Kadhafi, l'ancien président libyen, a été assassiné. Saif al-Islam Kadhafi serait mort au nord-ouest libyen, à Zinten, une ville importante lors du soulèvement libyen en 2011, où s'y sont déroulées plusieurs batailles entre pro-Kadhafi et insurgés. Mais c'est aussi la ville d'où Saif al-Islam avait été libéré en 2017 par des groupes armés, après avoir été condamné à mort en 2015 par le tribunal de Tripoli. Alors son conseiller a également affirmé à la télévision libyenne qu'il aurait été tué par des hommes armés lors d'un assaut sur sa résidence, mais les auteurs ou les circonstances de l'attaque n'ont pas été encore détaillées. Abonnez-vous, likez, partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. Le 3 février 2026, un nom que beaucoup croyaient déjà rangé dans les archives a refait surface et de la manière la plus brutale qui soit. Saif al-Islam Kadhafi a été abattu. Il est né le 25 juin 1972. Il avait 53 ans au moment des faits. Pendant des années, dans l'imaginaire libyen comme dans les calculs diplomatiques étrangers, il n'était pas qu'un fils parmi tant d'autres. Il était l'héritier désigné, le successeur logique, celui que certaines chancelleries, même occidentales, regardaient déjà comme le futur visage de la Libye reformé, mais sans rupture avec le système de Kadhafi. Avant la catastrophe de 2011, Saif al-Islam occupe une place unique dans l'architecture du pouvoir de Kadhafi. Il est l'interface entre le gouvernement libyen et l'Occident. Il parlait anglais, fréquentait des universités européennes, échangeait avec les cercles d'influence en Occident, discutait avec des gouvernements. Il portait un discours de modernité, mais contrôlé. C'est dans ce cadre qu'il se retrouve associé à des fondations économiques et caritatives, à un discours de réforme, à une rhétorique d'ouverture vers l'Europe et les États-Unis, à des promesses d'état de droit, de constitution, de transition graduelle et j'en passe. Pour une partie de l'élite occidentale donc, Saif al-Islam est perçu comme le Kadhafi fréquentable, entre guillemets, celui qui permettrait d'obtenir une Libye alignée, coopérative, stable, sans provoquer l'effondrement total de l'État. Mais cette image va vite voler en éclats à partir de 2011. Quand les manifestations éclatent, n'oublions pas, sponsorisées par l'Occident, Saif al-Islam se renforce aux côtés de son père. Il ne choisit pas l'impérialisme du tout. Il prononce des discours menaçants envers l'Occident et travaille à œuvrer pour consolider le pouvoir de son père. C'est à partir de là qu'il bascule dans une autre catégorie sous le prisme occidental, celle des figures à poursuivre. C'est comme ça que la Cour pénale internationale, qui n'est que la Cour pénale occidentale, émet un mandat d'arrêt contre lui pour crime contre l'humanité lié à des motifs inventés comme toujours. Sur le plan libyen, il est condamné à mort par contumace en 2015. Puis en 2017, il est libéré dans le cadre d'une amnistie votée par le Parlement de Tobrouk. Mais cette libération ne signifie pas un retour à la liberté, non. Ni même d'ailleurs à la normalité. Elle signifie surtout que Saif al-Islam entre dans une zone grise. Il vit alors en Zintan, dans l'ouest de la Libye, une ville de montagne de Djebel Nafoussa, à environ 136 km au sud-ouest de Tripoli. Zintan, ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est un territoire contrôlé par des milices locales. Des groupes armés qu'il avait même d'abord capturés en 2011, puis protégés ensuite. Et voilà même le mot qu'il faut comprendre, qu'il faut retenir là, c'est protéger. Car il n'était ni un prisonnier officiellement, ni libre politiquement. Il était en semi-liberté, sous surveillance, vivant, mais enfermé dans un équilibre très fragile. Et pourtant, malgré cette semi-disparition, Saif al-Islam reste une figure centrale du paysage libyen. Pourquoi ? Parce que dans une Libye éclatée, il incarnait quelque chose que presque personne d'autre ne pouvait incarner, c'est-à-dire la continuité de l'État d'avant 2011. Il représentait pour une partie du pays l'idée de l'unité. C'est précisément dans cette logique qu'il tente un retour politique en 2021, en se portant candidat aux élections présidentielles. Il est disqualifié, bien évidemment, mais le signal est déjà envoyé. Et ce signal, c'est qu'il existe encore une base sociale et politique prête à l'écouter, à le soutenir ou au minimum à voir en lui une alternative aux factions actuelles. Pour les Libyens, Saif al-Islam n'est pas un sauveur, mais il représente l'ordre, la stabilité, l'unité territoriale. Un contraste brutal avec le chaos actuel. Et c'est ce statut politique, symbolique, historique qui le rend explosif en fait. Même sans armée, même sans parti structuré, même sans pouvoir officiel. Le simple fait de qui il était le rendait légitime. À partir de là, une question devient inévitable. Comment un homme
vivant sous protection dans une ville contrôlée par des milices, a-t-il pu assassiner en plus sans qu'on ne retrouve les assassins? Le 3 février 2026, dans la nuit, selon certaines sources, en pleine journée selon d'autres sources, il y a un commando masqué qui a infiltré son domicile à Zintan. Les caméras de sécurité sont désactivées bien évidemment. Ce détail change tout parce que ça signifie une préparation, une méthode, une intention claire. On est face à une opération. Saïf al-Islam est confronté directement. Il y a résistance, un affrontement bref, puis il est abattu par balle. Les assaillants s'évanouissent. Aucune revendication n'apparaît, aucune image ne sort, aucun témoin direct n'est officiellement mentionné. Rien. Vous comprenez qu'il n'est pas tué par hasard. Ce meurtre suppose des relais locaux et probablement une décision venue plus haut. D'au-dessus. Zintan est dominé par des milices locales, historiquement hostiles au régime de Kadhafi, mais suffisamment pragmatiques pour protéger Saïf al-Islam après sa libération en 2017. Cette protection n'était pas idéologique, mais purement stratégique. Parce qu'il représentait une carte politique, un levier, une assurance contre l'avenir. Le fait même qu'il ait survécu aussi longtemps prouve qu'il existait un équilibre entre ceux qui voulaient l'éliminer et ceux qui préféraient le garder en vie. Mais cet équilibre a fini par se rompre. Dans la Libye actuelle, chaque acteur armé raisonne en termes de rapport de force. Et dans ce rapport de force, Saïf al-Islam était devenu un problème. Non pas parce qu'il dirigeait une armée, mais parce qu'il représentait une alternative politique, une alternative dangereuse, car elle ne venait ni de l'ouest libyen, ni de l'est, ni des structures imposées depuis l'Occident. Elle venait de l'intérieur même de l'histoire libyenne. C'est difficile à combattre. À l'est du pays, l'armée nationale libyenne est dirigée par Khalifa Haftar. Et ils se sont imposés comme une force militaire centrale, mais sans parvenir à unifier le pays. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU gouverne depuis Tripoli, mais son autorité repose largement sur des milices. Dans ce pays-là, le fils de Kadhafi était un rival transversal littéralement. Il n'appartient à aucun camp actuel, mais il pouvait parler à plusieurs tribus, à plusieurs régions et à plusieurs mémoires. Pour Haftar, il représentait un concurrent potentiel, capable de capter une légitimité populaire que les armes ne lui donnent pas. Pour les autorités de Tripoli, il incarnait une figure incontrôlable. Pour les milices locales, il devenait un risque. Protéger un homme trop visible, trop symbolique, trop dangereux politiquement, finit toujours par coûter plus cher que l'éliminer. Mais s'arrêter aux acteurs libyens serait une erreur d'analyse. Parce que dans tout ça, la Libye n'est pas seulement un champ de bataille interne. C'est aussi un espace géopolitique ouvert, traversé par des intérêts étrangers contradictoires, parfois qui se bagarrent. Depuis 2011, des puissances extérieures interviennent, financent, arment et conseillent. Dans ce contexte, un homme comme le fils de Kadhafi pose un problème stratégique majeur. Il ne doit rien à personne à l'extérieur. Comprenez le truc? Il n'était pas une création occidentale, il n'était pas un produit des Émirats ou alors de la Turquie. Il est un héritier autochtone avec tout ce que cela implique en termes de souveraineté potentielle. C'est pourquoi, dès l'annonce de sa mort, les soupçons se sont immédiatement dirigés vers ces étrangers. Immédiatement en fait, même sans preuve formelle. Les États-Unis, la France, les Émirats arabes unis ont tous des intérêts en Libye, notamment autour du pétrole, des flux migratoires et des équilibres régionaux. Et tous ont, à un moment donné ou un autre, travaillé avec les factions, voyant en Saïf al-Islam un obstacle majeur et très sérieux. Le silence presque total de ces puissances après son assassinat n'est donc pas anodin. En diplomatie, le silence est souvent une forme de position. La question du timing renforce encore plus cette compréhension, cette lecture. L'assassinat intervient peu après des discours internationaux visant à relancer un processus politique et électoral en Libye. Dans ce cadre, Saïf al-Islam était une variable incontrôlable. Il aurait pu remettre en cause des contrats négociés sans le peuple libyen, contre les intérêts du peuple libyen, et surtout, il aurait pu introduire une inconnue majeure dans un système que beaucoup préfèrent comme ça pour leurs propres intérêts. Alors, qui a donné l'ordre? À ce stade, personne ne revendique rien. Et d'ailleurs, il est probable que personne ne revendique jamais rien. Mais une chose est claire, ce meurtre n'a de sens que s'il est lu comme un acte politique et non pas comme un simple règlement de compte. Ça, c'est un message qui est passé. Et c'est précisément ce message qui nous oblige à regarder plus loin que l'homme lui-même. Parce qu'au-delà de Saïf al-Islam, c'est une question plus large qui se pose. Dans quel type de pays un assassinat politique aussi net peut-il avoir lieu sans provoquer un choc international majeur?
Dans quel type de pays? La première chose que révèle cette affaire, c'est l'extrême faiblesse de l'État libyen. Parce que la Libye fonctionne désormais en territoire morcelé, où la violence est fragmentée, privatisée et largement hors de tout contrôle et de tout monopole de la force étatique. Ce sont les milices, les brigades armées, les alliances locales et les parrains extérieurs qui décident de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible en Libye. La loi n'existe plus. L'assassinat du fils de Kadhafi à Zintan illustre donc parfaitement cette réalité. Un homme vivant sous protection dans une ville contrôlée par des groupes armés est tué par un commando qui entre, frappe, ressort sans être inquiété. On ne le cherche même plus. C'est pour cette raison que l'enquête annoncée après l'assassinat est juste symbolique. Ils ne vont rien chercher du tout. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de procureur compétent ou d'enquêteur compétent, mais c'est parce que les structures capables de mener une enquête indépendante, coercitive et exhaustive n'existent plus en Libye. Ça n'existe plus. Depuis plus d'une décennie. On parle déjà de 15 ans même. La Libye vit sous le régime de la transition permanente. Des dialogues, des conférences, des feuilles de route, des élections annoncées puis reportées sans cesse. Mais cette transition repose sur un paradoxe, parce que ça exclut de fait une partie significative de la société libyenne, notamment les courants liés à l'ancien pouvoir, à celui de Kadhafi. Saïf al-Islam incarnait cette exclusion donc. Sa simple existence rappelait que la Libye d'avant 2011 était un grand pays. Rien que le fait qu'il existe rappelait ça dans la mémoire des gens. Vous comprenez que son assassinat ne rapproche pas la Libye de la stabilité. Au contraire, il en éloigne. Éliminer une figure politique ne supprime pas ce qu'elle représente. Au contraire, cela tend souvent à transformer cette figure en symbole, voire en martyr. Pour une partie des Libyens, Saïf al-Islam devient désormais moins un acteur politique qu'un rappel brutal de ce qui a été détruit sans être remplacé. Un État fonctionnel, une unité territoriale, une autorité centrale bienveillante. Le message envoyé aux anciens cadres du régime est également limpide. Parce que ça dit en gros ceci. Toute tentative de retour, même pacifique, même électorale, même symbolique, peut être neutralisée par la violence, l'élimination physique du prétendant. Cela crée donc un climat de peur durable, mais aussi de rancœur profonde qui s'accumule. Mouammar Kadhafi n'a pas eu un seul héritier, mais une fratrie entière, décimée au fil du chaos libyen. Au total, il a eu 7 fils biologiques issus de ses différents mariages, ainsi qu'une fille, Aïcha, et 2 enfants adoptés, souvent mentionnés à part en fait. Et lorsqu'on observe le déclin de ces enfants depuis 2011, un schéma apparaît. Plus un fils était exposé, visible ou politiquement actif, plus vite il était éliminé. Le fils aîné de Mouammar Kadhafi, né en 1970, est toujours en vie. Très éloigné des affaires politiques, il s'est exilé après 2011, d'abord en Algérie puis en Oman où il vit dans une discrétion totale. Il a très tôt compris que la survie dépassait l'effacement. Saïf al-Islam, né en 1972, a suivi un chemin inverse. Héritier désigné, figure politique centrale, il est resté en Libye, a tenté un retour et a fini assassiné avant-hier à Zintan par un commando armé. Al-Saadi Kadhafi, né en 1973, connu pour sa carrière de footballeur et son mode de vie extravagant, lui aussi est toujours en vie après une extradition du Niger vers la Libye, une longue détention puis une amnistie. Il quitte le pays. Il vivrait aujourd'hui, selon certaines sources, en exil, probablement en Turquie, sans activité politique publique. Un autre fils, c'est Moutasim Kadhafi, né en 1974. Il a connu un sort bien plus brutal. Capturé en Cypre en octobre 2011, il est exécuté en même temps que son père Mouammar Kadhafi. Il faisait partie des fils les plus impliqués militairement. Saïf al-Arab Kadhafi, cette fois-ci, né en 1982 et considéré comme le plus jeune, est tué en avril 2011 lors d'un bombardement de l'OTAN à Tripoli, en même temps que 3 petits-enfants de Kadhafi. Kamis Kadhafi, né en 1983, commandant d'une brigade d'élite loyale au pouvoir, meurt quelques mois plus tard, en août 2011, lors de combats près de Tripoli. Lui aussi faisait partie des figures militaires les plus visibles et les plus actifs. Enfin, Hannibal Kadhafi, né en 1975. Lui, il est toujours en vie, mais son sort illustre une forme de disparition parce qu'il a été détenu pendant des années au Liban. À partir de 2015, dans le cadre de l'affaire de disparition de l'imam Moussa al-Saadi, il aurait été libéré très récemment, autour de 2025, selon certaines sources. Sa localisation reste floue, probablement encore en Iran ou alors en exil discret. Au total, 4 fils sur 7 ont été violemment éliminés depuis 2011. Les 3 suivants ont disparu
très loin du champ politique, ont quitté la Libye et ont accepté une forme d'effacement personnel pour survivre. 15 ans après 2011, voilà la Libye qui reste prisonnière d'un vide politique, institutionnel et symbolique où on élimine les figures au lieu de résoudre les problèmes et les fractures. L'assassinat n'a pas supprimé un problème, il a simplement supprimé un homme. Ce meurtre démontre à quel point la Libye n'est pas sortie de la guerre. Alors, qui gagne réellement ? Certainement pas le peuple libyen. Les gagnants sont ceux qui profitent d'un pays fragmenté, sans autorité centrale, sans souveraineté pleine, sans voie politique capable de s'imposer face aux milices, aux parrains extérieurs et j'en passe. Tant que la Libye restera un espace divisé plutôt qu'un État reconstruit, ce type d'assassinat restera possible, vraiment presque banal même. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus dure. Saïf al-Islam n'a pas été tué parce que la Libye avance, mais parce que la Libye est restée bloquée dans un présent sans horizon où toute alternative réelle devient une menace à éliminer. Et ceux qui ont créé un tel chaos, un tel désordre, viennent nous donner les leçons aujourd'hui. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.